Du pass sanitaire. J'accueille sur ce plateau Loïc Hervé, vous êtes sénateur centriste de Haute-Savoie, bonjour. Bonjour. J'accueille également Florence Lassarade, vous êtes sénatrice Les Républicains de Gironde, bonjour. Bonjour. J'accueille aussi Corinne Ferret, vous êtes sénatrice socialiste du Calvados. Bonjour. Et puis bonjour Prisca Thévenot, vous êtes porte-parole de La République En Marche et conseillère régionale d'Île-de-France. Avant d'évoquer toutes ces questions qui sont posées autour du pass sanitaire, d'abord, parlons de la prolongation et du principe de ce dispositif. Loïc Hervé, vous faites partie des sénateurs qui sont opposés au pass sanitaire depuis le début. Est-ce que, avec le temps et finalement avec une forme d'accoutumance des Français à ce système et qui a aussi incité les Français à la vaccination, est-ce que votre position a évolué ? Ah, pas du tout. Moi, je suis opposé au pass sanitaire depuis décembre 2020, quand le texte de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, un texte qui d'ailleurs n'a jamais été examiné par le Parlement et qui a été retiré sans l'être vraiment. Je l'ai été au mois d'avril, je l'ai été au mois de juillet et je le suis toujours aujourd'hui. Et quand vous parlez d'accoutumance, c'est exactement ce que nous craignons et ce que la CNIL ou la Défenseur des droits a pu exprimer, c'est-à-dire que de quelque chose qui aurait dû être extrêmement temporaire, extrêmement limité aux besoins d'une cause particulière, qui était par exemple une vague, c'est quelque chose qui est rentré dans la vie quotidienne des Français, qui se sont habitués à ce que on ait une généralisation du contrôle social dans des actes de la vie courante, chose qui avait été totalement exclue, même au mois d'avril, des déclarations notamment du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait qu'on n'aurait pas besoin d'un pass pour aller boire un café. L'avenir a montré le contraire. Et quand on a dit, nous, à nouveau, au mois de juillet, qu'on était inquiets avec cette loi qui est devenue la loi du 5 août, et que ce pass rentrerait précisément dans la vie courante et durerait longtemps, on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement vient ici, et l'Assemblée, les députés, viennent ici avec un texte qui propose ni plus ni moins que la possibilité du recours au pass sanitaire jusqu'à fin juillet 2022, enjambant ainsi l'intégralité de la séquence électorale de l'année prochaine. Je trouve ça déraisonnable, et donc je suis toujours très fortement opposé au pass sanitaire, et je souhaite son abandon le plus rapidement possible. Prisca Thévenot, quand on fait partie de la majorité présidentielle, comment on fait pour essayer de convaincre les défenseurs des libertés qui sont opposés à ce dispositif du pass sanitaire ? Déjà, rappeler que justement le pass sanitaire est mis en place dans le cadre d'une crise sanitaire et qu'il permet justement de pouvoir user et de disposer de nos libertés le mieux du monde pendant cette crise sanitaire. Le pass sanitaire a deux vocations. Effectivement, et vous l'aviez rappelé, inciter largement à la vaccination, et je crois que sur cet objectif, ça a fait son chemin, mais également permettre qu'on puisse continuer à vaquer à nos occupations le plus simplement possible et d'éviter d'avoir des refermetures de restauration, des refermetures de bars, de lieux de loisirs. Et ça, globalement, la majorité des Français ne s'y sont pas accoutumés. Ils l'ont compris. J'ai beaucoup de mal à croire que les Français acceptent un dispositif comme ça. C'est parce qu'ils ont compris l'importance de ce dispositif. Il est largement mis en place et utilisé par les Français, mais également par les professionnels. Dès l'instant où ce pass sanitaire pourra être levé, ou même aménagé, ou assoupli, il le sera, bien évidemment. Donc je pense que là, il ne s'agit pas de venir dire qu'on est en train de remettre nos libertés en question avec le pass sanitaire, mais plutôt qu'on permet qu'elles continuent à exister alors que nous sommes encore en crise sanitaire. Florence Lassarade, qu'est-ce qui prévaut selon vous ? Est-ce que c'est la liberté des Français ou alors est-ce que c'est l'impératif sanitaire avec une épidémie qui est en train de reprendre aussi progressivement ? On voit les chiffres qui sont en train de monter en Europe et notamment un petit peu en France. Vous savez, je suis médecin, donc j'ai été une des premières à me faire vacciner et je pense que l'outil pass sanitaire a eu son utilité, là encore. Mais on peut quand même réfléchir au fait que ça fait 20 mois qu'on est quand même sous état d'urgence quasiment et qu'on a là un outil qui peut être utile sur le plan sanitaire, mais est-ce que c'est indispensable de le prolonger au-delà de fin février ? Moi, je ne crois pas. Ça veut dire qu'à partir de fin février, on se passe du Parlement. Nous, on sera toujours au Sénat disponible pour venir en discuter. Il y a des échéances électorales, on en a eu précédemment, on a eu des sénatoriales, des municipales, des départementales. Ça n'a pas empêché l'État de fonctionner et en toute démocratie. Donc je ne vois pas pourquoi ce pass sanitaire sera imposé aussi longtemps. On va parler du calendrier de ce pass sanitaire dans quelques instants. Mais d'abord un mot, Corinne Ferret, vous faites partie des sénateurs socialistes qui défendaient la vaccination obligatoire contre la Covid-19, avec notamment une proposition de loi. Alors, elle n'a pas été retenue par le Sénat et ce n'est pas une solution qui est retenue par le gouvernement. Donc, finalement, est-ce que le pass sanitaire, ce n'est pas la moins pire des solutions pour lutter contre le virus ?
Alors, le pass sanitaire a eu sa pertinence au début de l'épidémie et avant que le vaccin n'existe et que, je dirais, la population soit de plus en plus vaccinée. Pour autant, nous considérons aujourd'hui, là où 80%, voire plus, dans certains départements, 80% de la population métropolitaine est vaccinée, nous considérons que ce pass sanitaire n'a plus sa pertinence et n'a plus son utilité. Donc demander aujourd'hui que le gouvernement demande au Parlement et au Sénat en particulier de lui signer, excusez-moi la familiarité, mais un chèque en blanc jusqu'au mois de juillet prochain, ça nous semble être un véritable déni de la démocratie. Donc il y a à inciter encore et faire, je vous l'avais dit, nous sommes favorables à la vaccination obligatoire, les choses progressent, mais il reste encore à ce que nos concitoyens aussi se mobilisent pour cette vaccination. On constate que depuis le 15 octobre, le non-remboursement des tests, malheureusement, on n'a pas constaté une augmentation très forte du recours ou de la vaccination. Donc il faut vraiment aller plus loin et nous pensons que le pass sanitaire a atteint aussi, je dirais, non pas ses limites, mais son efficacité. Voilà. Et c'est une véritable privation ou atteinte à nos libertés individuelles et collectives pour permettre de retrouver toute cette vie, je dirais, normale, qu'elle soit économique et sociale, pour nous permettre de retrouver ainsi un rythme de vie qui conviennent. Et prolonger encore une fois de 7 mois cette organisation possible ou cette possibilité est pour nous tout à fait inacceptable. Quand vous dites que le pass sanitaire est à bout de souffle, ça veut dire rapidement que les sénateurs socialistes vont voter contre la prolongation du pass sanitaire? Eh bien nous proposerons dans c'est demain, nous proposerons effectivement que le pass sanitaire soit supprimé dans la mesure où l'ensemble des départements métropolitains voient que 80% et plus de sa population est vaccinée. Pour autant, et on propose ainsi de territorialiser aussi cette mesure, il reste quelques territoires, et en particulier en Outre-mer, où malheureusement le taux de vaccination est beaucoup plus faible et où l'épidémie est encore très présente. Et là, il faut effectivement, tout en incitant à la vaccination, permettre aussi et s'assurer de procédures pour éviter l'évolution de l'épidémie. Et je veux dire aussi que, bien évidemment, il faut maintenir les gestes barrières, qui est le port du masque et le lavage des mains notamment. Bien sûr, vous parliez du calendrier. Le Sénat devrait adopter un calendrier qui finalement donne au gouvernement la possibilité d'utiliser le pass sanitaire jusqu'à la fin février 2022, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la session parlementaire, pour après demander à nouveau l'autorisation au Parlement d'utiliser ce dispositif, le Hervé. Là encore, sur cette période, sur cette durée, le gouvernement est un peu dans l'excès et un peu antidémocratique en se passant du Parlement pendant 8 mois jusqu'à la présidentielle et même après? Il faut être très clair et très juridique, pardon de l'être, mais c'est, je crois, très important de l'expliquer. Le Parlement peut se réunir de plein droit pendant la période électorale, y compris entre les présidentielles et les législatives. Ça a été évoqué par ma collègue Lassarade à l'instant. C'est une possibilité. Croire qu'on va c'est pas parce que le Sénat interrompra ses travaux, selon toute vraisemblance, fin février, qu'il est impossible pour le Sénat de se réunir avant début juillet. Si, dans le cadre de la loi actuelle, il y avait nécessité d'avoir recours au confinement ou au couvre-feu, et que ces mesures-là devaient durer plus d'1 mois, le Parlement devrait être convoqué pour voter une nouvelle loi. Donc c'est la démonstration, par l'exemple, que le Parlement peut se réunir. Deuxième chose, sur un plan juridique, qui est extrêmement importante. Le Parlement n'est pas là que pour faire la loi. Le Parlement est là pour contrôler l'action du gouvernement. Quand on passe, monsieur Véran, à la question hier matin, quand il vient devant 2 commissions du Sénat, c'est pas pour nous faire plaisir. C'est pour simplement que le Sénat remplisse son office de chambre qui contrôle le gouvernement. C'est ça la démocratie. La séparation des pouvoirs, c'est le contrôle du pouvoir exécutif par le législatif. Et a fortiori en période de crise. Prisca Thévenot, est-ce que le gouvernement n'a pas justement un peu oublié cette séparation du pouvoir en souhaitant se doter des pleins pouvoirs sanitaires jusqu'au 31 juillet 2022 ?
Je pense qu'on jusqu'après la fin du quinquennat. Je pense que sur le sujet de l'exercice plein de la démocratie, je pense que la France est un des pays qui a le plus convoqué ces deux chambres pour justement travailler sur les projets de loi permettant de mettre en œuvre différents dispositifs pour lutter contre la crise sanitaire. Ensuite, venir dire fin février ou fin juillet, ça je peux complètement l'entendre et ça il n'y a pas de débat. Bien sûr que si les chambres doivent se réunir, elles seront convoquées, elles se réuniront. Mais là, il faut aussi commencer à regarder ce qui s'est passé dans le rétroviseur. On sait aujourd'hui qu'on va être sur une période qui est la période hivernale où vraisemblablement le virus ne va pas s'arrêter. D'ailleurs, Gabriel Attal le rappelait. Non, mais j'aimerais bien, hein, très honnêtement, j'aimerais bien. Vous avez des capacités. Je vais finir ma phrase et puis après, comme ça vous pouvez commenter directement. Mais d'accord. Mais encore une fois, on va être en période hivernale. On sait très bien que le virus, vraisemblablement, ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, surtout pas en période hivernale. Et Gabriel Attal le répétait il y a 10 jours en sortie de conseil. Je suis désolée, vous demandez à ce qu'on vous respecte, respectez aussi les membres du gouvernement. Parfaitement. Donc, vous étiez membre du gouvernement. Je parle de Gabriel Attal, monsieur le sénateur. Revenons au débat. On ne peut pas dire aujourd'hui quel sera l'état de l'épidémie dans 3 mois. Et vous avez raison. Et donc c'est la raison pour laquelle on permet la mise en place d'un dispositif qui peut être mis en place, allégé ou complètement supprimé. Mais ça permet, si on en a besoin, de l'activer. Parce que vous le savez très bien, ça fait 18 mois qu'on vit avec cette crise sanitaire. Le virus nous surprend et nous surprend jamais dans le bon sens. Et quand ça se déclenche très vite. Et donc il faut pouvoir réagir très vite. C'est simple et c'est juste ça. C'est pas le pass sanitaire qui restreint nos libertés, c'est le virus qui restreint nos libertés. Et donc venir aujourd'hui pointer du doigt un outil qui est largement accepté, il n'est pas en accoutumance, il est largement accepté par les Français et par les professionnels. L'enjeu, il est là. Donc je veux bien qu'on vienne discuter, et c'est très sain qu'il y ait des discussions et des débats, il y en a eu 11 au cours des 18 mois, et c'est bien, il faut que ça continue, mais attention à ne pas venir jeter le bébé et l'eau du bain, alors qu'on doit être réunis sur cet enjeu-là. Allez, on va aller dans la salle des conférences du Sénat, puisque Steve Jourdain est avec la présidente du groupe communiste au Sénat, Éliane Assassi, et le groupe communiste est plutôt hostile au pass sanitaire. Oui, plutôt hostile. Éliane Assassi, bonjour. Bonjour. Présidente du groupe communiste ici au Sénat. Examen donc demain du texte sur la prolongation du pass sanitaire. Quelle est la position de votre groupe sur ce texte? Écoutez, demain, nous allons commencer à aborder ici au Sénat le 11e texte sur l'état d'urgence sanitaire. Entre-temps, depuis quelques mois quand même, on se satisfait du taux de vaccination dans notre pays qui atteint les 85% pour la population dite adulte. Donc je crois qu'on peut s'en féliciter. Et moi qui suis une forcenée de la vaccination, j'en suis satisfaite. Et je pense qu'il serait temps aujourd'hui d'en terminer avec le pass sanitaire, considérant effectivement cette évolution du taux de vaccination, tout en restant bien évidemment vigilant quant à une possibilité de résurgence de la Covid-19. Mais je crois qu'on est sur un bon chemin et que ce sera un signal fort envoyé à nos concitoyennes et nos concitoyens de ne plus avoir à présenter son pass sanitaire. Fin du pass sanitaire, vous dites, ça veut dire quoi? Le 15 novembre, on lève le pass sanitaire partout en France, 15 novembre. Tout à fait. Et c'est pour ça que je ne rejoins pas la proposition qui est faite par Monsieur Bas pour la commission des lois, qui est le rapporteur sur le texte, parce que je pense que la territorialisation n'est pas une bonne solution. D'abord, il faudrait donc, ce sont pour les départements qui sont en deçà de 75% du taux de vaccination. Je trouve que c'est quand même une mesure assez discriminante et assez inégalitaire, puisqu'effectivement, on va cibler une certaine population. Et bien évidemment, on prend l'argument de l'outre-mer. Oui. qu'on peut entendre, mais il y a aussi d'autres départements métropolitains qui n'atteignent pas les 75%, et je pense notamment au mien, et ce ne serait pas juste, je le dis avec fermeté, de stigmatiser encore une fois sur un sujet comme celui-ci, la population de la Seine-Saint-Denis. Alors qu'est-ce que vous proposez? En Grande-Bretagne, ils ont levé les restrictions, vous l'avez vu, ni passe sanitaire, ni geste barrière, 40 000 nouveaux cas par jour. Vaccination. Ça vous inquiète pas? Vaccination. Moi, je suis assez étonnée que des centres de vaccination ferment aujourd'hui sur notre territoire. Peut-être faudrait-il imaginer de les laisser disponibles pour cette troisième dose. Je vous l'ai dit et je le redis, je suis pour la vaccination et il me semble que nos gouvernants devraient participer à un effort pédagogique et de conviction pour que le plus grand nombre qui peut accéder d'ores et déjà à la troisième dose puisse le faire partout sur le territoire national. Donc vous êtes contre conditionner le pass sanitaire à la validation d'une troisième dose, évidemment. Exactement. Vous dites vaccination. Vous êtes contre la vaccination obligatoire aussi. Oui, moi nous sommes pour nous sommes pour convaincre
les populations. Et on voit bien, j'entendais ce matin un médecin sur une chaîne de radio qui faisait la démonstration que c'est à force de conviction qu'il a réussi à convaincre des soignants qui n'étaient pas vaccinés de se faire vacciner. Donc on n'est pas arrivé au bout du film, comme dirait l'autre, donc il y a encore des efforts de conviction à faire et je pense que nos concitoyennes et nos concitoyens sont aussi satisfaits du fait que l'épidémie soit freinée dans notre pays. Et donc, allez, se vacciner. Convaincre les Français. Exactement. Merci beaucoup, Madame Éliane Assassi, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Steve. Corinne Ferré et Éliane Assassi en parlaient. Le rapporteur de la commission des lois, Philippe Bas, propose finalement un pass sanitaire territorialisé, c'est-à-dire que dans tous les départements où il y a une vaccination au-delà de 75% de la population, eh bien, il n'y ait plus de pass sanitaire et qu'ils soient en revanche maintenus dans les autres départements. Éliane Assassi dit que ça va être discriminatoire vis-à-vis des populations, notamment vis-à-vis de l'outre-mer. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Discriminatoire, on va dire, si on prend au sens propre du terme, de dire on ne fait pas la même chose partout, certes, mais la situation est absolument incomparable dans les territoires d'outre-mer. Vous avez bien vu, le taux de vaccination est faible et donc le taux de contamination est extrêmement élevé. Les hôpitaux ont été totalement saturés, des renforts ont été envoyés sur place pour prendre en charge tous les patients qui étaient extrêmement nombreux. Il faut agir et on ne peut pas se contenter de dire eh bien oui, on supprime le pass sanitaire et on considère que tout le monde est, je dirais, dans la même situation. Ça n'est pas vrai. Je ne le dis pas, c'est la réalité, l'actualité. Enfin, tous ont constaté cela. Encore aujourd'hui, même si la situation s'améliore, et bien évidemment nous en sommes satisfaits, mais il faut encore aller plus loin pour s'assurer que l'ensemble de nos compatriotes soient, je dirais, pris en charge dans les meilleures conditions. Et donc c'est l'exception, certes, mais parfois il faut aussi savoir faire des exceptions pour que chacun puisse accéder au plus vite à de meilleures conditions de vie et de santé surtout. Florence Lassarade, ce pass sanitaire territorialisé, un peu à la carte, ça vous paraît une bonne solution ? Oui, moi je pense que ça a été un bon outil à un moment donné et il a permis, il a poussé certains à se vacciner d'ailleurs pour voyager, pour aller au restaurant, pour reprendre une vie normale, en particulier les jeunes, trentenaires, quarantenaires qui n'étaient pas convaincus. Ça a été assez efficace. Par contre, une fois que le résultat est là, moi je pense qu'il faut quand même dire que le vaccin protège. Le vaccin nous protège même d'une prochaine vague qui sera certainement moins violente, puisque ce qu'on recherchait, c'est d'éviter l'hospitalisation. Il faut quand même ramener les choses à ce qu'elles étaient au départ. On manquait de lits d'hospitalisation, on le voit en Outre-mer. Mais à l'heure actuelle, où l'épidémie est contrôlée grâce au vaccin, je ne pense pas qu'il faille prolonger pendant des mois le pass sanitaire. Ça a été un outil, et c'est toujours un bon outil. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on se serve de la même chose pour le carnet de vaccination électronique, et ça, on en est loin. C'est un autre sujet, mais je pense que ça peut être intéressant aussi. Un outil, à un moment donné, est utile. Bien sûr, on a passé des phases plus ou moins. Alors, vous disiez que tout s'est très bien passé. Moi, je me souviens du moment où le Sénat poussait à l'achat de masques, alors qu'on nous disait qu'il n'en fallait pas. Bon, il faut quand même aussi se rappeler le déroulement des choses. Mais actuellement, je pense que raisonnablement, on peut se donner par trimestre, en gros, des moyens d'étape de manière à faire évoluer un peu à la carte les choses. Donc oui, à la territorialisation, c'est dur à dire. Par exemple, sur mon département qui est vraiment très urbain côté Bordeaux et très rural sur l'autre partie, je pense qu'on peut aussi, même à l'intérieur d'un département, utiliser un petit peu à la carte, comme ça s'est fait d'ailleurs précédemment pour le port du masque en ville, par exemple. Prisca Thévenot, pourquoi le gouvernement n'est pas sur cette ligne, cette solution finalement d'un pass sanitaire à la carte où eh bien, on dit la métropole, la majorité des départements sont vaccinés massivement, on enlève le pass sanitaire, mais par contre en Outre-mer, on le maintient? Mais elle peut se mettre en place, encore une fois, avec les dispositifs tels que c'est écrit dans le texte originel, c'est de dire nous permettons la mise en place, le recours possible au pass sanitaire. Après, à définir les modalités de mise en place. Ils peuvent être tout à fait territorialisés, assouplis ou voire retirés. Donc encore une fois, rien n'est empêché. En revanche, il est plutôt dit donnons-nous cette possibilité d'avoir accès à ce pass sanitaire. C'est tout ce qui est dit et c'est simplement ce qui est dit. Le pass sanitaire n'est pas une fin en soi. C'est simplement un outil mis à disposition parmi tant d'autres, comme vous le soulignez très justement, madame, les gestes barrières, etc., pour venir à bout de cette crise. Nous revenons quand même de loin, mais attention, soyons
continuons à être vigilants et responsables sur ce sujet. Loïc Hervé, je crois quand même que l'idée de l'amendement de Philippe Bas, c'est de ne pas permettre au gouvernement de mettre en place le pass sanitaire dans les départements où il y a plus de 75% de vaccinés. Est-ce que, Loïc Hervé, ce serait un progrès ou un bon compromis? Moi, je soutiens l'abandon du pass sanitaire. Donc, je constate que l'amendement adopté par la Commission des lois ce matin aboutira, s'il devient la loi, si la commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs se met d'accord sur cette rédaction-là, ça veut dire que dans les départements de métropole, le pass sanitaire est mis de côté, ne peut plus être mis en place. Donc ce sera une petite victoire. C'est ça que ça veut dire. Alors moi, je doute de la volonté de voir aboutir la commission mixte paritaire, de la part des députés, de la part du gouvernement aussi, si on écoute ce qu'Olivier Véran a dit, notamment sur la date du 31 juillet. Donc, moi, je m'interroge, mais effectivement, la rédaction qui est la rédaction de la commission des lois du Sénat est celle-ci. Je voudrais faire une observation sur le lien entre passe sanitaire et évolution de l'épidémie. Au mois de juillet, la vague du variant Delta a baissé avant que le pass sanitaire ne soit mis en vigueur. Et aujourd'hui, on évoque, vous l'avez évoqué madame, la question du redémarrage de l'épidémie qu'on voit frémir en France, mais surtout en Europe de l'Est. Et en France, malgré le pass sanitaire, ça remonte. Donc, il y a une décorrélation réelle entre les deux. On peut pas, il n'y a pas de lien de cause à effet. D'ailleurs, on a demandé à Olivier Véran s'il pouvait nous quantifier la valeur en termes de prévention du pass sanitaire. On sait tous que les contaminations ont essentiellement lieu dans la sphère privée, dans la sphère heureusement non soumise au pass, est quand même l'essentiel des activités, et on ne peut pas la limiter uniquement aux activités privées. Et enfin, je suis un peu monomaniaque avec ça, on regarde les États qui nous entourent quand ça nous arrange. Regardons l'Espagne. Les Espagnols sont mieux vaccinés que nous et il n'y a pas de passe sanitaire. Et aujourd'hui, si on regarde le taux d'incidence en Espagne, il est inférieur au taux français. Donc moi, je crois que la responsabilité individuelle est le corollaire normal, classique de la liberté individuelle, et que si on a une vraie politique de confiance, c'est un vrai problème en Outre-mer. Le problème en Outre-mer, c'est pas, il manque pas de mesures coercitives. Il manque de relations de confiance à l'appareil de santé pour des raisons qu'on sait, des raisons culturelles et aussi des raisons de scandales sanitaires qui ont eu quand même lieu il y a quelques années et qui n'ont pas été traités correctement. Alors, on va poser une dernière question rapidement autour de ce dispositif du pass sanitaire. Une question à laquelle le gouvernement est en train de réfléchir. Il s'agit de la 3e dose de vaccination, car en ce moment, il y a une partie de la population française qui est éligible à la 3e dose au rappel de vaccin contre la Covid-19. Et faut-il associer cette 3e dose au pass sanitaire? Ça veut dire que pour les personnes qui n'auraient pas fait leur 3e dose, elles n'auraient pas de pass sanitaire. Le gouvernement n'a pas encore tranché, mais Olivier Véran est en train d'y réfléchir. Écoutez-le. Ça fait l'objet de réflexion et ça fait l'objet désormais d'une saisine des autorités sanitaires compétentes. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai posé la question. Est-ce que j'ai bien entendu qu'en fait vous n'en saviez rien? Donc à l'heure où nous parlons, nous sommes bien d'accord que vous ne savez pas dire si le pass sanitaire restera valide, dans quelles conditions, en fonction de la dose de rappel. Florence Lassarade, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut intégrer cette 3e dose dans le pass sanitaire? Ça ne me choquerait pas. Moi, j'ai fait ma 3e dose comme personnel soignant il y a 3 ou 4 jours. Je l'ai très bien supporté. Je pense que les gens qui ont eu leurs 2 doses, en fait, n'hésiteront pas forcément à faire la 3e. Je ne suis pas sûre que ça soit absolument indispensable de le mettre dans le pass sanitaire. Enfin, je veux dire, ce qui est important, c'est d'arriver à faire les 2 premières. C'est surtout ça, si on veut stopper l'épidémie. La 3e dose, on ne peut pas dire qu'elle soit facultative. Chacun a intérêt à la refaire quand il arrive à 8-9 mois de la première dose. Je pense que c'est raisonnable, c'est mon cas. Moi, je préférais le faire à titre personnel. Tout dépend aussi de l'âge. Est-ce que les collégiens, il faudra faire une 3e dose? Je ne pense pas, parce que leur immunité est beaucoup plus efficace. Donc, c'est un autre problème. Je crois que ce qui est important, c'est que les 2 premières vaccinations soient faites pour stopper l'épidémie, essayer de sortir de cette épidémie. Alors, le rappel de la vaccination, c'est quand même un sujet, car l'immunité de certaines populations, notamment les personnes âgées, diminue. Corinne Ferret, pour inciter les Français concernés à faire cette 3e dose, est-ce qu'il faut l'intégrer au pass sanitaire?
Mais deux sujets. Le premier, j'ai envie de dire un peu ce qu'a dit le ministre dans le milieu. C'est-à-dire que le lien, il est fait directement, comme vous l'avez dit, avec le pass sanitaire. Ce sont bien les médecins, les spécialistes, je dirais, de la santé, qui pourront dire si ce rappel est absolument indispensable pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, ce rappel est très fortement conseillé pour les plus âgés et pour les personnes à risque, et puis pour les personnes qui travaillent auprès de celles et ceux qui sont les plus fragiles. Donc ça, c'est une première chose. De savoir si après, il faudra l'intégrer dans le pass sanitaire. Moi, j'ai envie de parler plutôt d'un schéma vaccinal. Comme vous l'avez dit, il faut s'assurer, en tout cas, nous l'avons, revendiqué, de cette obligation vaccinale, d'avoir un schéma vaccinal complet à 2 doses. C'est essentiel. Il faut aller au-delà des 80% de la population vaccinée. Donc ensuite, se dire, et ma collègue a interpellé le ministre en ce sens, aujourd'hui, il ne sait pas. Certes, le conseil scientifique, etc., les spécialistes vont devoir donner leur avis. Mais justement, interrogeons-nous sur la prolongation de ce pass sanitaire qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui, jusqu'à une date quand même assez lointaine, et dont on ne sait pas, finalement, ce qu'on demanderait, ce qui serait demandé dans ce pass sanitaire. Donc ça, c'est particulièrement interrogatif, pour ne pas dire inquiétant, si je suis un peu excessif dans mes propos, pour les parlementaires que nous sommes. Parce qu'on nous demande de voter, de donner un avis sur une proposition, et on ne sait pas ce que sera ce pass sanitaire demain et après-demain. Donc voilà une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas favorables à une telle prolongation. Prisca Thévenot, rapidement, pour conclure, comment expliquer un peu le flou du gouvernement autour de cette 3e dose et du pass sanitaire? Est-ce qu'il y a un manque d'anticipation? Non, il n'y a pas un manque. Justement, là, on essaie d'éviter un manque d'anticipation en permettant la mise à disposition du pass sanitaire, si possible, sur les mois à venir. Mais moi, je vous rejoins tout à fait. Effectivement, il y a encore un certain nombre d'interrogations. Par exemple, est-ce que ce 3e rappel, puisqu'il s'agit d'un rappel, sera nécessaire pour les collégiens? Est-ce qu'il sera nécessaire pour toute la population? Ça, ce sont encore des questions qui sont en suspens, puisque cette crise sanitaire a posé plein de sujets. Mais est-ce que ces interrogations doivent, du coup, mettre tout en stand-by et dire, du coup, on jette le pass sanitaire, on s'en sert plus? Ça, pour le coup, je pense qu'il faut avoir un peu de nuance et de la mesure. Parce que, comme vous l'avez très justement dit, il a fait ses preuves, notamment pour l'incitation à la vaccination. Donc je pense qu'effectivement, la question doit être posée, la question elle doit être tranchée, mais ne doit pas venir remettre en cause la mise en place potentielle du pass sanitaire quand on en a besoin au regard de l'évolution de l'épidémie. Et c'est la fin de ce débat, le temps nous manque malheureusement. Merci beaucoup à tous les quatre.